Salut. Bienvenue sur Horror King. Abonne-toi, lâche un pouce et dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes et quelle heure il est chez toi. Merci du soutien. On y va. Première histoire. Je travaille pour CEPAC ici, au Québec, depuis presque 10 ans. J'aime ce job. La plupart du temps, il ne se passe rien de franchement flippant. Mais après toutes ces années, j'ai accumulé ma dose d'histoires qui te font sentir les poils se dresser dans la nuque. Par exemple, on voit parfois des pumas rôder dans le bois. Ces grands félins sont terrifiants pour une raison simple, ce qu'ils font de leur proie quand ils l'ont tuée. Imagine la scène. Tu marches entre les sapins par un jour clair. Le soleil filtre à travers les branches. Les oiseaux chantent. Puis, sans prévenir, une odeur putride te frappe. C'est comme si l'air avait tourné. Tu te retournes. Rien. Juste la promenade parfaite, le vert, le silence qui grince sous tes pas. Et puis quelque chose touche le sommet de ta tête. Un choc humide. Tu portes la main à ton crâne. Tu sens quelque chose de froid, de visqueux qui coule dans tes cheveux. Tu descends la main pour voir. Ce n'est pas du guano d'oiseau. C'est pire. C'est du sang. Tu lèves les yeux. À quelques pieds au-dessus de toi, accroché dans les branches, pend un cadavre mutilé, à moitié dévoré. Les entrailles sont éventrées, la peau lacérée, la gueule à moitié râpée. Il manque des sabots ou des pattes. Des morceaux d'os cassés pointent hors des membres fendus. Ça ne ressemble à rien de naturel. Et pourtant, c'est logique dans le monde du prédateur. Le puma a hissé son repas dans l'arbre pour empêcher d'autres charognards du sol de lui voler sa viande. Ours noir, loup, tout ce qui fouille la forêt peut venir prendre un festin laissé au sol. Alors le puma soulève, il empile, il pend, c'est dégueulasse, ça pue. La chair qui sèche, la sève qui colle aux poils, le goût métallique du sang dans l'air. Tu sens ton cœur qui tambourine dans ta gorge. Tu recules sans bruit, tu t'éloignes, mais l'image reste. Ce sont des images qui te font regarder derrière toi quand tu remballes ton équipement. Mais ce genre de bestialité naturelle n'a rien sur d'autres choses que j'ai vécu avec CEPAC. L'autre fois, j'étais en rondée de routine dans la réserve faunique des Laurentides. J'inspectais les panneaux, les balises, tout ce qui guide les randonneurs. Il y a un affleurement de granit à environ 100 mètres du sentier. Une grosse roche qui sort du sol, avec une espèce de petite cavité creusée par le vent au fil des années. Quand je m'en suis approché, j'ai vu un gars. Il portait ce que j'ai d'abord pris pour un treillis de chasseur, très camo. Il traînait près de l'entrée de la niche. Je l'ai salué, tout simplement. Un « bonjour » posé, rien d'agressif. Il s'est tourné vers moi, il ne m'a rien dit, et il a filé dans les arbres. Il a fui, comme s'il avait été surpris, en train de faire quelque chose de sale. J'ai eu l'estomac qui s'est serré. Et si c'était un corps là-dedans? Et si? J'ai maudit ma chance quand j'ai découvert qu'il n'y avait pas de corps. Mais il y avait autre chose. Et je n'étais même pas sûr à 100% qu'il avait été l'auteur de la chose. J'ai envisagé qu'il ait peut-être trouvé la sinistre trouvaille avant moi, et, en me voyant, il ait paniqué. Qu'il ait pensé que j'allais l'accuser, qu'il soit parti en courant. Quand je suis entré dans la cavité, j'ai allumé ma lampe de poche et j'ai balayé les murs. Ce que j'ai vu a expliqué sa fuite, d'une manière que je n'aurais jamais voulu expliquer. Au centre de la cavité, il y avait une petite parcelle de terre propre, comme si quelqu'un l'avait grattée, ratissée, dégagée pour faire un espace. Et, au milieu, un cercle sombre, des dents, des dizaines de dents humaines étalées là,
comme des cailloux, blanches, pointues, parfois brisées, parfois luisantes de terre et de sang séché. Je ne sais pas pourquoi elles étaient là. Je ne sais pas qui les avait laissées, ni pourquoi on entasserait des dents humaines dans une niche à ciel ouvert. J'ai ramassé ce que j'ai pu, avec une sorte de désespoir mécanique. J'avais un sac en plastique sur moi, le sac qui avait contenu ma poutine du resto au départ du sentier. J'ai mis les dents dedans, comme on ramasse des déchets. J'ai descendu le sentier, la main qui tremblait plus que la lampe. Je suis allé au poste de la Sûreté du Québec, à Québec. J'ai raconté ce que j'avais vu. J'ai donné une description du gars qui s'était enfui. Jean-François, je crois, entre la trentaine et la quarantaine. Une barbe broussailleuse, l'air perdu. Il avait fui comme un orignal à l'approche de la chasse. J'ai soumis mon sac. Ils ont pris la chose au sérieux, mais il n'y a jamais eu de suite nette. Pas de coupable arrêté que je sache. Depuis, j'ai continué à croiser des animaux sauvages, des bruits étranges la nuit, des coyotes qui hurlent en rang serré, le froissement des feuilles quand quelque chose passe à travers le sous-bois, des silhouettes qui s'éloignent avant que tu ne puisses dire que tu les as vues. Mais ces dents, elles me collent à la peau. Je repense à la cavité, à l'odeur de terre remuée, au claquement sec des molaires dans ma paume. Ça ne s'explique pas. Ça ne se range pas dans une catégorie naturelle. C'est une de ces histoires que je raconte encore autour des feux de camp au parc. Les gens se penchent, ils prennent un beignet, ils rient mal à l'aise. Mais leurs yeux prennent une autre couleur quand je parle de la sensation du sang qui te tombe sur la tête dans un bois tranquille. Ils regardent derrière eux quand ils remontent dans leur voiture, et ils verrouillent la portière 2 fois. Alors voilà, fais attention quand tu marches seul. Écoute le bruit des oiseaux. Et si l'air tourne et qu'une odeur te frappe, ne l'ignore pas. Parfois, ce que tu sens en premier, c'est la trace d'un prédateur. Parfois, c'est la preuve que quelqu'un d'autre est passé avant toi et qu'il a laissé quelque chose que personne ne devrait jamais retrouver. La Gaspésie, c'est sûrement l'un des endroits les plus beaux du monde. Et c'est encore, je crois, l'un des derniers coins du Canada qui garde ce goût de sauvage. Pas comme chez moi, en Alberta, où presque chaque paysage joli s'est transformé en sentier balisé, en poste de parc, en attrape touriste. Je ne veux offenser personne. Vos spots préférés en Ontario ou en Colombie-Britannique sont peut-être fantastiques. Mais pour moi, la Gaspésie, elle sent la forêt d'avant, la vraie, l'indomptée. Peut-être que c'est un vieux billet de cinéma, 10 000 westerns regardés avec mon père quand j'étais gosse. Peu importe. Ça, c'est notre lieu de pèlerinage avec mon pote Jean-François. Chaque année, vers le mois de septembre, lui et moi, on partait à Gaspé. Pour fuir Montréal et ses néons, pour boire, pour se raconter la vie, mais surtout pour chasser. Une obsession de gamin qui nous a collés aux bottes toute la vie. Notre terrain de jeu, c'était le parc national de la Gaspésie, le long des monts Chic-Choc. Un trajet d'environ 10 heures depuis Montréal, la camionnette chargée, les tentes pour une personne dans la remorque. On y allait plusieurs jours, 1 pour se poser, 2 ou 3 pour chasser, quelques autres pour fêter ou noyer nos défaites à Gaspé. On se voyait si peu depuis qu'on avait débarqué dans la trentaine, mariage, gosses, boulot, que ces escapades devenaient sacrées. L'an dernier, on a refait le rituel. On a roulé jusqu'au parc, on a garé la camionnette, on a marché des heures dans la forêt, on a trouvé un coin à peu près plan, on a monté le camp. On n'avait plus d'excuses pour traîner,
On était moins endurant qu'avant, effet de la vie, j'imagine. Cette nuit-là, on s'est endormi tôt, blotti dans nos tentes pour une personne, décidé à se lever à l'aube pour la chasse. À 6 heures, l'alarme de ma montre a sonné. Ce matin-là, c'était comme Noël quand t'es gamin, l'excitation pure. On a englouti un café rapide, on a bouclé les sacs et on est reparti. Ceux qui ne connaissant pas la chasse ne se doutent pas. Il y a 2 moments dans la journée où les oiseaux crient le plus fort, l'aube et le crépuscule. Ça chante doux chez nous, mélodieux. Mais c'est du bluff, c'est un appel au combat. Ce chant, dans la langue de la forêt, dit « Je suis là, approche pas » ou « Je t'explose ». C'est un avertissement. Ça nous a toujours accompagnés, chaque matin de chasse. Là, c'était presque silencieux. On entendait quelques piaillements lointains, mais pas le vacarme habituel. Le silence pesait. Et ce silence, dans la montagne, ça veut souvent dire une chose. Un prédateur est dans le périmètre. Un chasseur sentit l'air se durcir. Je me rappelais du visage de Jean-François quand il s'est tourné vers moi et qu'il a dit exactement ça. J'ai vérifié que mon aérosol anti-ours était à portée. Dans cette partie de la Gaspésie, près du golfe du Saint-Laurent, des meutes de loups ont déjà été signalées par les rapports de la Sûreté du Québec. L'idée d'une meute m'a glacé. 2 citadins vieillissants de Montréal traqués dans les bois, on aurait été rattrapés en une bouchée. Pas la moindre chance. Arrachés, dévorés, avant même d'appuyer sur la détente. La discipline du doigt sur la détente, c'est vital. Mais quand la peur te scotche, tu deviens maladroit. Ma carabine Remington, modèle 700, était là. Culasse armée. Le cœur battait fort dans la poitrine. On sentait que quelque chose était proche, tellement proche qu'on aurait juré qu'on pouvait l'entendre respirer derrière les troncs. Dans ces fourrés, un prédateur pouvait surgir en 1 seconde. Après une bonne heure de marche, dans ce silence pesant, on l'a vu. À distance, une masse noire, un ours noir, grand, plus gros que tout ce que j'avais imaginé. Ces bêtes sont des monstres, muscles et colères compressés sous la peau, des bâtisseurs de douleur. On est resté figé à le regarder. Son regard était aussi vide qu'un puits. Puis il a reniflé l'air. Il nous a trouvés. On devait avoir l'air de gamins terrifiés. Pour lui, on n'était rien. Juste une occasion, un repas. On a reculé lentement, sans bruit, les yeux rivés sur cette machine à broyer. Jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les sapins. On savait qu'on ne pouvait pas rester. Il avait notre odeur. On est retourné au camp, en plan pour plier et se décaler ailleurs. La forêt, elle rit de tes plans. À mi-chemin, alors qu'on avançait en regardant partout, j'ai entendu quelque chose d'épais, des branches cassées, un souffle pesant. Je ne l'ai pas tout de suite vu. Et pourtant, ça s'est approché en silence. L'idée qu'une masse aussi énorme puisse se faufiler comme un chat m'a retourné l'estomac. Puis, en un éclair, il a foncé. Il a renversé Jean-François comme on renverse un enfant. Il l'a plaqué au sol, en moins de 2. Je ne comprenais pas comment j'ai loupé la tête de la bête au premier coup de feu. Je suis un chasseur expérimenté, mais la panique m'a rendu pierre molle. J'ai tiré et la balle a sifflé à côté. Le pire tableau s'est imposé, voir son meilleur ami se faire déchiqueter sous tes yeux sans pouvoir rien faire. J'ai paniqué. Je n'ai pas armé rapidement la culasse pour une seconde balle. J'ai pris l'aérosol anti-ours. Je l'ai vaporisé en pleine gueule de l'ours. Il griffait déjà la poitrine, le visage de Jean-François. Les griffures ont déchiré la toile, puis la chair. Les cris, ces cris, m'ont hanté pendant des mois. Des hurlements qui te transpercent le thorax.
Il criait qu'il allait mourir, qu'on allait le manger, qu'on allait lui arracher les entrailles. Ces sons te collent à la peau. L'aérosol a marché. Immédiatement, l'ours s'est mis à plisser le museau, à éternuer, à tousser. Il semblait possédé par une douleur brûlante. Ses yeux pleuraient. Puis, aussi soudain qu'il était apparu, il a pris la fuite, fracassant tout sur son passage, frappant troncs et buissons, parce qu'il voyait plus rien. On s'est retrouvés là, au milieu du chaos, à regarder nos propres mains. Jean-François était un carnage. Des lambeaux de chair pendaient de son torse et de son visage. Le sang recouvrait tout. Moi, j'alternais entre soigner et guetter l'ombre, fou, à moitié paralysé par l'adrénaline. Les images me sont restées en fragments, comme des photos. Le sang coulait, ininterrompu. J'ai réussi à le hisser debout. Il tremblait, vidé mais lucide. On a commencé à reculer, à la course, vers le camp. Sur le chemin, il s'est bandé comme un forcené, enroulant des compresses, du tissu, tout ce qu'on avait. Il ne semblait pas ressentir la douleur à ce moment-là. L'adrénaline lui donnait un blindage. Il courait sur la survie pure. J'ai été, d'une façon tordue, fier de lui, un survivant. Mon cerveau a fait des calculs rapides et noirs. Le sang au sol, notre trace, le goût qui s'éparpille. L'ours pouvait nous suivre. Je me suis retrouvé entre deux terreurs. Le laisser avec son fusil, me cacher et espérer, ou l'emmener et qu'il perde trop de sang avant d'atteindre la route. J'ai tenté de ralentir les décisions, et la forêt a tranché pour nous. Un rugissement, profond, colérique, a résonné. L'ours était encore tout près, toujours enragé. Je lui ai serré la tête de tissu, j'ai tout ficelé, j'ai garni sa poitrine de pansements. On a repris la course. À chaque pas, je m'attendais à le voir surgir, la mâchoire ouverte. Heureusement, l'aérosol avait eu un effet durable. On a eu 2 bouts de chance. La blessure n'avait pas été mortelle tout de suite, et l'ours n'a pas repris l'attaque. On a déboulé hors du parc, haletant, jusqu'à Sainte-Anne-des-Monts. La clinique là-bas nous a pris tout de suite. On lui a recousu, remis de la peau. Les médecins ont juré que sa chance avait été immense. Après ça, on a fini dans un bar, parce que l'homme a besoin d'alcool pour digérer l'horreur. Évidemment, il n'a pas payé une seule tournée. Les conversations se sont éteintes autour de notre histoire, et les regards étaient pleins d'une pitié lourde. On ne savait pas si on retravaillerait notre voyage cette saison. Entre confinement et le souvenir, je ne suis même pas sûr que l'un ou l'autre de nous soit prêt à remonter en selle. Mais je veux y revenir. Je refuse que cet épisode nous vole l'unique chose qui nous a gardés proches pendant des années. Ce qui reste, après, ce n'est pas le récit propre. Ce sont les détails qui collent, l'odeur acide du sang, l'odeur plus âpre encore de l'aérosol, le goût du fer qui te remonte à la gorge, le craquement des branches quand la bête est partie, les hurlements, le silence après, lourd comme de la terre, la sensation de mains qui tremblent, les cicatrices sur son visage qui brillent maintenant quand le soleil les frappe, et la certitude que la nature, la vraie, ne pardonne pas. On a survécu, on a eu de la chance. Mais dans la nuit, parfois, j'entends encore ce cri d'agonie. Et je me revois, la carabine lourde dans les mains, le doigt figé sur la détente, et l'aérosol qui a sauvé la vie de mon meilleur ami. Je ne laisserai pas cette nuit nous voler autre chose que son horreur. On reviendra, peut-être, quand la peur aura pris une ride. Mais la forêt, elle, ne changera jamais. Elle attend, silencieuse. Et parfois, elle choisit ce qu'elle veut. J'ai une histoire vraie qui m'a presque coûté la peau.
C'est arrivé il y a environ 1 an. J'avais pris la route jusqu'à Vancouver pour mes études supérieures. Le trajet faisait environ 2800 miles à travers le cœur du pays. J'aurais pu choisir la route nord, par les Rocheuses, ou bien passer par le sud, par le Manitoba et la frontière américaine. C'était la route la plus plate, la plus ennuyeuse peut-être, mais elle m'a permis de gagner environ 6 heures. Au total, j'ai roulé pendant 4 jours et demi. J'avais quitté ma vie d'avant après une rupture qui m'avait vidé. Tout semblait s'effriter chez moi depuis les années d'études. Ce déménagement, je l'ai pris comme une fuite, comme une tentative de me recomposer. La route m'a fait du bien. Des heures de conduite m'ont laissé le temps de juger ma vie, de trier ce que je voulais garder, ce que je devais changer. Je roulais souvent entre 10 et 15 heures par jour, m'arrêtant quand mes paupières se faisaient lourdes, restant une nuit dans un logement de courte durée pour recharger le corps et la tête. Je me laissais guider. Si un parc national, un point de vue ou une curiosité me tentait, je faisais le détour. Ce jour-là, j'ai traversé les montagnes laurentiennes en direction de la Tuque. Je n'avais jamais vraiment exploré ce coin du Québec. Je me suis dit que c'était l'occasion. J'avais du temps devant moi. Alors j'ai pris un détour d'environ 30 minutes, indiqué par l'application de navigation de mon téléphone, jusqu'au cœur du parc national de la Mauricie. La route m'a emmené à travers un village presque endormi, puis devant une casse où des tôles rouillées et des carcasses de voitures dégageaient une odeur de métal humide. Le petit chemin s'est enfoncé sous une voûte de sapin. L'air est devenu plus froid, plus résineux. Le réseau a coupé. Ça ne m'a pas inquiété. Je savais que c'était un coin fréquenté par des amoureux de plein air. J'ai garé la voiture sur une aire de gravier, à côté d'un panneau en bois indiquant la mise à l'eau. J'ai fermé à clé, pris mon couteau, de l'eau et mon hamac. J'espérais trouver un endroit tranquille au bord de la rivière pour fermer les yeux. J'ai trouvé 2 arbres bien placés, la distance parfaite. J'ai monté le hamac et je me suis laissé glisser dans un sommeil léger, une sieste de 30 minutes qui m'a semblé douce comme une pause volée. Quand je me suis réveillé, j'ai tout remballé sans me presser. J'ai enroulé le hamac, j'ai mis le couteau, que je portais toujours, dans le petit sac à cordon avec la bouteille d'eau. Je propose ça. J'ai grandi à chasser et à pêcher. J'ai fait de la lutte au collège, j'ai été sauveteur, et j'ai vu trop de films. Bref, j'ai gardé une certaine paranoïa utile. Le couteau était rangé dans un fourreau noir. Sa lame faisait environ 25 cm. En remontant vers la voiture, j'ai vu qu'un 4x4 noir s'était garé non loin. Un jeune couple était derrière le véhicule, la haillon ouvert. Lui bricolait une ligne de pêche, les doigts habiles, le regard concentré sur le fil. Elle restait debout, immobile, à regarder l'eau. Il y avait aussi un chien, taille moyenne, poils mi-longs, noirs, un mélange entre un labrador et peut-être un berger. Chez moi, on a toujours eu de grands chiens. Celui-là m'a paru sympathique. Je ne me suis pas méfié. Le chien m'a repéré et a trottiné vers moi. À moins d'1,50 m, j'ai tendu la main pour qu'il renifle. J'ai senti l'air devenir plus lourd. Et puis tout a basculé. Le chien a commencé à aboyer, à grogner, à détaler vers son maître, puis revenir vers moi comme une flèche. La fille ne disait rien. Le gars continuait à manipuler son moulinet, comme si le monde pouvait attendre. Le chien est revenu plusieurs fois, chaque fois plus tendu. Puis il m'a chargé. Je me suis reculé en criant, j'ai frappé l'air, j'ai essayé de le repousser. Il a sauté, mordu ma cuisse, à travers le tissu du short. Et j'ai senti la chaleur du sang qui a fondu contre ma peau.
La douleur a été nette, un éclair brûlant, puis un goût de fer qui a envahi ma bouche. Il n'a pas secoué la tête. Il n'a pas tenu sa prise. Il a relâché, mais la peau était brisée, le sang a coulé. Mon cœur battait à toute allure. J'ai senti mon souffle devenir court, serré, comme si le froid m'avait siphonné l'air. J'étais terrifié, j'étais en colère. J'ai eu le réflexe de me sentir trahi par ce paysage qui jusqu'ici m'avait offert la paix. Le couple n'a rien fait. Lui n'a pas levé la tête. Elle a regardé, impassible, comme si son visage était devenu de la pierre. Le chien continuait à courir en va-et-vient, prêt à recommencer. J'ai ouvert mon sac à cordon en tremblant. J'ai cherché mon couteau. La sangle frottait contre mes doigts. J'ai dégainé la lame et je l'ai tenue dans ma main, le cœur battant comme un tambour dans mes oreilles. Je l'ai levée. J'ai crié d'une voix que j'ai voulu ferme. « Si vous ne rappelez pas votre chien, je m'en servirai. » Ce n'était pas courageux. C'était une menace improvisée, la seule phrase qui m'est sortie. J'ai dit aussi, plus bas, « S'il vous plaît, rappelez votre chien. » L'homme a enfin levé les yeux, a rappelé l'animal. Il l'a attrapé par le collier, sans s'excuser, sans me proposer un pansement, sans même demander si j'allais bien. Je me suis engouffré dans ma voiture comme si ma vie en dépendait. Personne n'a prononcé un mot. J'ai démarré et j'ai roulé sans me retourner. L'adrénaline est retombée pour laisser la place à une colère sourde, brute. J'ai eu envie de faire demi-tour, d'aller leur casser la gueule, de leur hurler que leur chien aurait pu me tuer, que j'étais à des milliers de miles de chez moi, perdu dans le bois, sans réseau. Mais la raison m'a tenu en laisse. J'ai continué à conduire. Quand j'ai enfin trouvé un coin sûr pour m'arrêter et retrouver du réseau, j'ai évalué la blessure. Les morsures n'étaient pas profondes, heureusement. J'ai fouillé dans le coffre. Ma trousse de secours était là, vestige de mon ancien job de sauveteur. J'ai nettoyé les plaies avec de l'alcool. J'ai posé des compresses, stériles. J'ai bandé comme j'ai pu. Le sang avait un goût métallique qui m'est resté à la gorge pendant des heures. L'angoisse est revenue, la rage. J'ai pensé, une seconde, à la possibilité que le chien soit enragé. Je n'y avais pas pensé sur le moment. J'étais trop sous le choc. Plus tard, j'ai su que j'aurais dû appeler la Sûreté du Québec ou les services animaliers. J'aurais dû leur donner la description du véhicule, du couple, du chien. J'aurais dû rester pour déposer plainte. Je n'ai pas fait tout ça. J'ai continué mon chemin, le corps encore chaud de colère, l'esprit encore plein des grognements du chien. Chaque bruit de forêt me servait d'écho. Craquement, souffle, respiration animale. La culpabilité m'a rongé. J'ai pensé à cette odeur de fer sur mes doigts, à la façon dont la fille était restée immobile, comme si elle regardait une peinture. J'ai pensé aux heures d'isolement, à la distance qui me séparait de tout secours. Si je dois repasser par le Québec un jour, je me suis promis quelque chose. Je ne ferai plus jamais de randonnée imprudente dans un coin sans réseau. Je ne laisserai plus un chien inconnu venir me sentir. Et si je revois un couple aussi indifférent, je ne partirai pas sans faire ce qu'il faut. Appeler, signaler, protéger la prochaine personne qui pourrait se retrouver sous ses pattes. Ça n'a pas été la fin du monde, ça aurait pu l'être. Mais pendant des semaines, chaque fois que je sentais un courant d'air sur ma cuisse, j'entendais encore les aboiements, les sabots de son excitation, et le goût du sang qui me rappelait que la nature ici n'était pas tendre, qu'elle pouvait basculer en colère instantanément. J'ai roulé jusqu'à Vancouver avec ces images, et elles m'ont suivi comme une ombre, jusqu'à ce que je me sente un peu plus vivant et un peu moins naïf.
Je vais te raconter ça comme si on était au fond d'un bar, à partager une clope, à chuchoter parce que t'as pas envie que les murs t'entendent. Écoute bien. 1999. J'ai travaillé comme garde-parc au Parc national de Forillon. Ce n'était pas un boulot que je m'étais imaginé faire, non. Jusqu'à ce que je me pète le genou et que je doive arrêter le football, je n'avais qu'un rêve, la Ligue canadienne de football. Le matin, le midi, la nuit, le football me bouffait. Puis la vie m'a ramassé. J'ai eu besoin de boulot, d'argent, vite. Un oncle m'a parlé d'une place à Forillon. Il m'a dit que c'était simple, majoritairement dehors, et que tant qu'il continuerait à financer les parcs, j'aurais du travail. Alors j'ai sauté sur l'occasion. J'avais 23 ans, j'étais en uniforme. Je marchais dans les vallées, je gravissais des collines, je prenais des ibuprofènes quand le genou me rappelait qu'il existait. J'ai fait ce travail pendant environ 2 ans. En mars 1999, j'avais fini par aimer ça. Être dehors tous les jours, c'était recevoir la nature crue. Je voyais des trucs que des photographes de faune se seraient arrachés pour documenter. Mais jamais, jamais, je n'aurais imaginé ce que j'allais voir le 18 mars 1999. C'est quelque chose qui m'a hanté presque tous les jours depuis. Un putain de cauchemar éveillé. Ça a déclenché une suite d'événements qui m'a obsédé. Ça m'a changé. Tout a commencé avec un appel au sujet d'un feu de forêt potentiel. Mon boss m'a appelé. Un randonneur avait vu de la fumée monter dans les arbres, près d'un coin qu'on appelle Longue Cabane, dans le comté de Bonaventure. Tu sais, comme nous, garde-parc, on prend ces appels au sérieux. Un feu ici peut tout dévaster. Longue Cabane, en fait, n'était pas vraiment dans notre juridiction. C'était plus proche du parc national de Gaspé. Mais il n'y avait personne sur place pour vérifier. Il m'a demandé d'y aller, d'évaluer et d'appeler les pompiers si c'était grave. J'ai pris la voiture. 1 heure de route aller-retour, pensais-je. Quand je suis arrivé, j'ai vu de la fumée noire levée entre les arbres. Noir, pas ce petit nuage gris de bois. Noir, comme du plastique qui fond, des tissus synthétiques qui crament. Au début, j'ai senti un léger soulagement. Ce n'était peut-être pas un feu de forêt, mais ce que je sentais, c'était mauvais pour l'environnement. J'ai garé le plus près possible, puis j'ai bifurqué à travers les sapins, suivant la fumée comme on suit une odeur sur les mains d'un chien. L'odeur devenait plus forte. Ça sentait de la viande brûlée. Je suis tombé sur une carcasse de voiture, calcinée, abandonnée parmi les arbres, encore fumante, mais on voyait que le feu avait roulé la nuit d'avant. Ma première pensée a été « Voyous de la route, bourriques qui volent des autos, les mettent en flammes pour effacer leurs traces. Ça arrive, oui, mais ici, en pleine brousse, j'ai commencé à fouiner autour, flairer pour des restes d'animaux, pour une personne peut-être. J'ai regardé sous la caisse. Rien. Vide. Je me suis servi du portable pour appeler la Sûreté du Québec. Ils m'ont dit qu'ils m'enverraient 2 gars dans l'heure. Ils m'ont demandé de rester pour les guider. J'avais 1 heure à tuer. Je suis retourné à mon truck, j'ai pris les extincteurs qu'on garde à l'arrière et j'ai tassé les braises restantes autour de la tôle tordue. J'ai presque éteint tout le feu, mais la fumée suintait encore du coffre. Plus la fumée sortait, plus l'odeur me vrillait l'estomac, du métal chaud et de la chair carbonisée. Et là, j'ai pigé. Quelque chose ou quelqu'un était dans le coffre. C'était ça, l'odeur. On a attendu la sûreté, comme si le temps avait décidé de ralentir exprès. Quand ils sont arrivés, j'ai senti mon cœur battre trop fort dans la poitrine. J'ai dit ce que je croyais. Un des gars a pris un pied de biche
et a forcé le coffre. Le feu avait vrillé le métal. Les serrures ont cédé facile. Ce qu'on a vu à l'intérieur, je l'ai revu en cauchemar pendant des semaines. De la chair noire, désagrégée. Des membres tordus, incompréhensibles. L'odeur m'a fait vomir. J'ai rendu mon déjeuner sur le sol forestier. Même ces policiers, rompus à la violence, ont eu du mal. L'un d'eux s'est appuyé à un arbre, la bouche cachée derrière un chiffon. L'autre a appelé du renfort pour traiter les corps. Ils m'ont dit que je pouvais retourner à Forillon quand je voulais. J'ai pris mes affaires et je suis parti, aussi vite que possible. Les policiers ont identifié plus tard que 2 corps calcinés dans le coffre étaient ceux de Carole Soucy et de Salvine Pelletier. Elles avaient disparu avec la fille de Carole, Julie, en février, après avoir été vues la dernière fois au lodge du Cèdre, près de Forillon. Un collègue du parc les avait croisées avant leur disparition. Le dossier avait même attiré l'attention nationale, figurant en une d'un grand magazine de célébrités. Leur visage avait fait le tour des journaux. Quelques jours après leur disparition, le portefeuille de Carole avait été retrouvé dans les rues de Trois-Rivières. Le corps de Julie avait été découvert, sans plus de protection, dans un fourré dense, près d'un belvédère du réservoir des Outaouais, à plusieurs kilomètres du sentier où on avait retrouvé la voiture. Sa gorge avait été tranchée d'une oreille à l'autre. C'était sale, c'était noir. Les enquêteurs, sur place, la Sûreté et la Gendarmerie royale du Canada avaient d'abord jeté leur regard vers un groupe de consommateurs de méthamphétamine, dans le nord du Québec, des gars connus pour harceler et attaquer des femmes isolées. Ces pistes ont été abandonnées quand une autre brèche dans l'enquête a pointé vers un coupable plus proche de nous. Et la suite, mec, la suite était pire. Dans l'équipe du centre Forillon, il y avait une jeune femme, Joanie Ruth Arcan. Joanie était solaire, gentille, pétillante, aimante de la nature. Je ne l'ai rencontrée qu'1 ou 2 fois, mais tout le monde dans l'équipe l'aimait. En juillet de la même année, Joanie avait prévu d'aller passer un week-end chez des amis à Percé. Elle est partie, on lui a dit au revoir, on l'a vue s'enfoncer dans les arbres pour prendre un lift vers la route. Quelques jours plus tard, elle n'est pas revenue. Elle avait laissé ses coordonnées. Ses amis ont essayé de l'appeler. Elle n'était jamais arrivée. On est allé à la cabane où elle vivait. Sa camionnette blanche était là, dans l'allée, pleine à craquer pour le voyage. On s'est divisé en groupes, on a fouillé le bois, on a avancé dans les broussailles, on a surveillé les vipères, on faisait ce qu'il fallait faire. Et puis, pas longtemps après, on a trouvé des empreintes, des jeunes pousses cassées, des fougères écrasées, de l'herbe tassée, des signes que quelqu'un avait couru ou avait été poursuivi. Un des gars a repéré un éclat métallique baignant au soleil dans un fossé peu profond. C'est un porte-clés. Quelques mètres plus loin, un corps. Un t-shirt blanc, un jeans bleu, les mêmes fringues que Joanie portait le matin. Mais tout était boueux, collé de sang. On n'a pas pu l'identifier tout de suite. Il lui avait tranché la tête. Décapité. Le corps était là, le cou lisse, vidé. Pour ceux d'entre nous qui travaillaient autour de Forillon, c'était un retour brutal. La vision des corps calcinés qu'on avait essayé d'oublier nous a frappés en plein visage. On n'était pas habitué à ce genre de violence ici. Un ancien garde m'a dit, la dernière fois qu'il y avait eu un meurtre dans les limites du parc, c'était 12 ans plus tôt, en 1987. Un type avait poussé sa femme d'une falaise pour toucher une assurance-vie. Une horreur isolée. Nous, on pensait que c'était rare. Et pourtant,
Les flics ont eu du mal à décrocher un coupable. Puis, incroyablement, on a eu de la chance. Un témoin, un de nos collègues, a raconté avoir vu un vieux camion bleu et blanc, un International Scout de 1979, garé près de la cabane de Joanie, la nuit de sa disparition. Les policiers ont lancé un avis de recherche. Quelques jours plus tard, 2 gardes-parcs ont aperçu ce véhicule sur l'accotement de la route, pas loin. Ce qui s'est passé ensuite est bizarre au possible. Les gars ont fouillé les alentours et sont tombés sur un homme qui se bronzait nu sur la berge d'une rivière. Nu, comme s'il était chez lui. Ils lui ont demandé qui il était. Il a dit qu'il travaillait comme homme, à tout faire, au lodge du Cèdre. Il s'appelait Carrie Saint-Pierre. Il était gêné d'avoir été surpris ainsi et s'est levé et est parti vite. Mes collègues ont appelé la police et les pistes de pneus du truck ont été comparées à celles retrouvées sur les lieux du meurtre de Joanie. C'était identique. Quelques jours plus tard, on a arrêté ce mec en train de visiter un naturiste, un centre nudiste dans la vallée de Valleyfield. Quand ils l'ont emmené pour l'interroger, il a tout craché. Il a avoué. Sans fioriture. Il a avoué aussi avoir tué Carole Soucy, Salvine Pelletier et la petite Julie. La gendarmerie est intervenue pour l'interroger plus en profondeur. Et là, ce type a tout déballé. Il a dit qu'il avait fantasmaté de faire du mal aux femmes depuis l'enfance, qu'il n'avait pas réussi à faire taire les voix qui lui ordonnaient de tuer pendant 5 mois. Il parlait de voix, de compulsion, de plaisir à la souffrance. Les mots me restent en travers. Ce psychopathe vivait sous notre nez, au lodge du Cèdre, faisant son boulot, jouant au plombier sympathique, au gars un peu excentrique. Personne ne l'avait soupçonné. Trop ordinaire, trop sympa. Et puis, le nom Saint-Pierre. La famille avait déjà eu une histoire médiatisée, quelque chose qu'on croyait incompatible avec un monstre pareil. Tu vois, quand Carrie avait 11 ans, son petit frère Étienne, âgé de 7 ans, avait disparu un après-midi en rentrant de l'école. La famille avait été dévastée, le père brisé. Étienne avait été enlevé et retenu prisonnier pendant 7 ans par Ken Parento, un agresseur d'enfants condamné et ancien employé du lodge du Cèdre. Quand Étienne est revenu, après 7 années d'enfer, c'était un miracle médiatique. Journaux, télé, livres, une mini-série. On a parlé de l'enfant échappé, de la folie autour de l'affaire. Si cette histoire a modelé Carrie, si ça l'a tordu, personne ne peut affirmer qu'un seul événement a fait de lui ce qu'il est devenu. Peu après, Carrie a commencé à dire qu'il avait vu le Wendigo. Oui, le fameux esprit des forêts dont on parle dans nos légendes. Il a basculé. Petit à petit, il a quitté la réalité. À son procès, le 27 août 2002, Carrie Saint-Pierre a plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale. Ses avocats ont raconté un tableau de violence familiale, de maladie mentale, d'un trouble obsessif, d'une obsession pour les cryptides comme le Wendigo, même d'exigences sordides. Il aurait demandé des images obscènes en échange de confessions. Mais le jury l'a trouvé sain d'esprit et coupable. 4 chefs d'accusation pour meurtre au 1er degré. Le tribunal a décidé, à l'unanimité, qu'il méritait la peine maximale, la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Carrie est encore derrière les barreaux en septembre 2019, dans un pénitencier à sécurité maximale au Québec, servant plusieurs peines à perpétuité. Le système qui mise sur la réhabilitation a irrité les familles. Et il est de moins en moins probable qu'ils connaissent la vraie justice, celle qui apaiserait les proches. Désolé si je m'emporte, mais j'ai tripé sur cette affaire pendant des années.
Depuis la découverte de ces corps calcinés, ça m'a rongé. Ça m'a suivi partout. Je songe sérieusement à écrire un livre sur tout ça, raconter mes expériences, marcher encore dans les endroits où tout s'est passé. Si je ne peux pas me débarrasser de ces images, peut-être que les transformer en quelque chose d'utile ou de lucratif fera office de thérapie, même si ça me donne l'impression d'être un vampire qui se nourrit du malheur des autres. Dis-moi ce que t'en penses. En tout cas, j'espère que t'as tenu jusque-là. Et peut-être, juste peut-être, que cette histoire te rendra un peu plus prudent quand tu te promèneras dans les bois. Parce que parfois, sous le verre paisible, il y a des choses qui n'ont rien d'humain, et elles attendent. Je me suis toujours trouvée un peu ronde. Dans ma famille, on adorait la bouffe. Les portions étaient énormes, les soirées se passaient devant la télé, on ne bougeait pas des masses. Alors oui, on avait tous une certaine carrure. Ça m'a toujours travaillé. À l'école, je voyais comment les filles plus fines attiraient les regards. Je suis plutôt féministe, mais quelque part j'ai voulu ça aussi. Pas pour plaire au monde entier, non. Juste pour me sentir bien dans mon corps, pour avoir confiance. Et si ça pouvait attirer un mec canon au passage, tant mieux. Il y a quelques années, j'ai donc commencé un régime, un vrai changement. J'ai pris la marche au sérieux. J'ai commencé à faire de la randonnée et à passer du temps au parc national de Forillon, ici au Québec. Le paysage m'a vite attiré. La mer, le vent, l'odeur du sapin et du sel qui se mêlaient. Et puis j'aimais prendre des photos. Les images que j'obtenais me donnaient de la joie, même si elles ne sortaient jamais beaucoup plus loin que mon compte Instagram. Des fois, j'y allais avec des amis. Ils ne pouvaient pas toujours suivre pour des longues journées. Alors j'y suis allé seul, des heures, juste pour marcher et shooter. Ce jour-là, je suivais un sentier, le soleil qui glissait sur le Saint-Laurent à travers les branches. J'ai bidouillé avec des filtres. J'ai pris mon temps. Je croyais avoir fait une photo parfaite, une de celles qui cartonnent sur les réseaux. Une voix m'a fait sursauter, venue de derrière. Belle journée pour ça, hein? C'était une voix d'homme, gentille, banale, mais le choc m'a fait hoqueter. Je me suis retourné. Un homme en uniforme de garde-parc de Parc Canada marchait sur le sentier, la casquette, le short, la panoplie complète. Il tenait un bâton de marche. J'ai senti son odeur, sueur, herbe écrasée, un peu de diesel peut-être. Le bruit du bâton qui claquait sur la terre m'a fait tressaillir. Faut profiter, le beau temps au Québec c'est rare, a-t-il dit. J'ai essayé de répondre avec entrain. Mais honnêtement, je ne voulais pas d'attention. Surtout pas d'un type plus âgé qui venait bouffer la composition de ma photo. Oui, je sais, ça fait froid. Mais parfois, on préfère rester seul. Point. Il a continué à parler, comme certains le font quand ils ne sentent pas qu'on veut être laissé tranquille. J'ai été poli, j'ai hoché la tête quand il a raconté combien c'était solitaire d'être garde-parc là-haut. Au bout d'un moment, j'ai lâché un mensonge pour le faire partir. Je suis photographe professionnel. Je faisais un repérage pour un magazine. J'ai menti parce que j'ai senti que sinon il ne me lâcherait pas. Il a paru déçu, mais il a bougé. Il a dit qu'il était désolé de m'avoir dérangé, m'a souhaité bonne chance, et il est reparti sur le sentier. Je suis resté, j'ai repris mes clichés. Puis j'ai décidé de rebrousser chemin, de prendre l'autre direction pour éviter de le recroiser. Je ne pensais pas du tout qu'il était inquiétant. Je voulais juste éviter l'embarrassant « Ah ben, on se revoit ». Tu comprends le truc? Appelle ça de la paranoïa, mais je l'ai pris comme ça.
Je marchais en sens inverse. Je continuais de photographier les courbes du sentier, la lumière qui filtrait. Parfois, ça ressemblait à un conte de fées. À un moment, j'ai pris une photo particulièrement jolie. J'ai sorti mon téléphone pour la regarder. Et là, j'ai vu un détail sur le coin droit du cadre. Une silhouette, un short, qui dépassait entre les arbres. Rien de spectaculaire, juste la jambe d'un type. J'ai eu un frisson. Comment avait-il fait pour me dépasser? Il était parti dans l'autre sens, je l'avais vu s'éloigner. Un petit truc dans le ventre m'a serré. Peur. Nettoie ton esprit, me suis-je dit. Mais l'idée m'a traversé en un éclair. Ce type n'avait pas juste croisé mon chemin. Il m'avait suivi. Ce n'était plus une simple rencontre. Il me fichait un coup d'œil qui n'était pas anodin. Il rôdait. Je n'avais pas le choix. Il s'était placé entre moi et ma voiture. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de passer à côté. J'ai essayé de faire comme si tout était normal, d'être calme. Je me suis préparé à l'ignorer, à faire genre « salut » et à continuer. Mais c'est lui qui a parlé le premier. C'est pas sûr pour une fille comme toi de se promener seule dans le parc. Je n'ai pas retenu ses mots exacts, juste l'idée. Sa voix s'était fait plus douce, presque mielleuse. T'es vraiment jolie, et des mauvaises choses arrivent aux jolies filles qui traînent seules. J'ai senti le sol se dérober. J'ai voulu trouver une réplique qui le remettrait à sa place, qui le ferait rougir, qui le renverrait au diable. Rien n'est venu. Le noir total. La peur m'a paralysé. Qui dit une chose pareille à une parfaite inconnue? J'ai accéléré le pas, prête à alerter les secours s'ils me suivaient. J'ai pensé à appeler les services d'urgence. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait casser ma poitrine. Le vent dans les feuilles faisait un bruit sec. Mes mains ont commencé à trembler. Il n'a pas marché derrière moi. Au contraire, il a crié « Où tu vas? Tu veux pas de compagnie? Fais gaffe à être impolie, petite madame. Tu pourrais tomber sur la mauvaise personne. » Le ton était un avertissement déguisé. J'ai senti le monde se refermer. J'ai imaginé ces scénarios de films d'horreur où le type louche se promène paisiblement parmi nous. J'ai pensé que ça n'arrive qu'aux autres. Que moi, jamais. Et pourtant, je suis arrivé en bas du sentier, au stationnement où j'avais laissé ma voiture. Là, un autre garde-parc était en train de fouiller dans l'arrière de son camion, à sortir des petites balises ou je ne sais quoi. Son uniforme était propre, repassé, de couleurs plus claires, les écussons différents. Il avait l'allure de quelqu'un qui faisait vraiment partie du service. Sa présence m'a presque soulagé. Je suis allé vers lui, et d'un coup, l'estomac m'est tombé. Je lui ai demandé qui d'autre travaillait aujourd'hui. J'ai décrit l'homme, la saleté sur son uniforme, la façon dont il tenait son bâton, la casquette. Mon corps a vibré quand il m'a regardé. « Il n'y a pas d'autre garde-parc » m'a-t-il dit. « C'est moi le seul dans le secteur. Personne d'autre n'aurait dû porter cet uniforme. » J'ai senti le vertige m'envahir. Les couleurs ont perdu de l'intensité. J'ai réalisé, d'un coup glacial, à quel point j'avais été en danger. L'homme dans les bois n'était pas un garde-parc. Il n'avait rien d'officiel. Il s'était déguisé pour te faire baisser ta garde. Pour que tu te sentes en sécurité. Pour mieux te piéger. Je lui ai raconté tout. J'ai débité les détails comme une folle. Mes mains ont gesticulé. Ma voix a tremblé. Mais je ne suis pas resté. J'ai monté dans ma voiture comme si la route était un refuge. Et j'ai roulé vers l'ouest, vers Gaspé. Le moteur a vrombissé, le chauffage a craché un air trop chaud. Je n'ai pas compris comment j'avais tenu le volant sans pleurer.
Pendant longtemps, j'ai été incapable de remettre les pieds à Forillon, même accompagné. J'ai mis des mois avant de pouvoir repasser par ces sentiers. Et aujourd'hui encore, j'évite comme la peste les coins isolés. Ce n'est pas juste une prudence excessive. J'ai vu de près comment quelqu'un pouvait se camoufler sous un uniforme pour nous tromper. Comment il pouvait mêler la banalité de sa voix au danger. J'ai senti son regard sur moi, j'ai senti ses pas, j'ai senti la forêt étouffer mes cris avant même de les pousser. Quand je repense à cette journée, j'entends encore le craquement sec du bâton. Je revois la poussière sur son short. Je sens l'odeur rance qui collait à lui. Mon cœur se serre. Je me dis que ça ne valait pas le risque de marcher seul, pas pour quelques photos. Je me dis que certains êtres sont prêts à tout pour habiller la menace d'un sourire rassurant. Alors, si tu vas marcher seul dans un coin perdu, fais-le en connaissant le prix. Ne crois pas tout ce que tu vois. Ne laisse pas la tenue te convaincre. Et surtout, si un inconnu te dit que c'est pas sûr pour une fille comme toi, crois-moi, prends ton téléphone, cherche les secours et pars. Ne joue pas avec l'instinct. Moi, j'ai eu de la chance. Tu n'es peut-être pas toujours aussi chanceuse. Je ne te dirai pas qui je suis. Je ne te dirai pas où ça s'est passé. Je ne te dirai pas quand ça s'est passé. Après ça, j'ai reçu des menaces de mort pendant des mois. J'ai dû démissionner. J'ai dû déménager. J'ai dû changer toute ma vie, mon identité entière, pour que personne ne puisse me retrouver. Certains d'entre vous, les malades, vont sans doute passer des heures à recouper les indices. Faites comme vous voulez. Sachez juste que mes traces ont été effacées des dossiers d'emploi. Vous ne me trouverez jamais. Je parle pour la première fois en paix, à l'abri. J'ai travaillé comme garde-parc dans un parc national très connu du Québec. Là-bas, il y avait une vieille histoire, un conte que les vétérans racontaient quand la nuit tombait et qu'on vidait la cabane autour d'une bouilloire. C'était l'histoire d'un de nos, un certain Jean-Luc. Un jour, il avait entendu un bruit sur le lac, un bruit qui ressemblait à un chiot qui piaulait et qui éclaboussait. Le garde qui avait entendu ça ne savait pas nager. Il n'allait pas se jeter à l'eau et risquer de se noyer pour sauver un chien. Le lendemain, un corps d'enfant avait été rejeté par l'eau sur la rive. Ce n'était pas un chien, pas du tout. C'était un petit garçon. Il avait dû tomber dans le lac en explorant sans surveillance. Le type s'était effondré. Sa conscience l'avait bouffé. Il avait commencé à boire. Une nuit, alors qu'il dormait dans sa cabane, il avait entendu ce même bruit sur le lac. Les sanglots d'un petit qui demandait de l'aide. Il était allé au bord. Il avait plongé. Il avait nagé jusqu'au milieu, jusqu'à l'endroit des éclaboussures. Là, il n'avait trouvé que le cadavre gonflé du gamin. Un sourire terrible sur la figure. L'enfant l'avait attiré sous l'eau et l'avait noyé, comme il l'avait été noyé lui-même. Voilà la version qui circulait. Franchement, j'ai ri. J'ai pensé que c'était la plus grosse connerie que j'avais jamais entendue. J'ai dit à Jean-François et à Marcel, les vieux rangers craquelés, il faudrait être diminué pour gober ce tissu d'idiotie. Je pensais les faire rire. Ils n'ont pas ri. Ils se sont fâchés. Ils m'ont traité de manque de respect envers les esprits des défunts. J'ai ri encore plus. Leur colère n'était pas contre le manque de respect des morts. C'était de la fierté piquée. Personne ne se moquait de leurs histoires idiotes sans punition. La semaine suivante, j'ai vu mon horaire changer. On m'avait collé sur le quart de nuit. Je les ai confrontés. J'ai dit que c'était puéril.
que j'étais pas là pour leur cadeau. Ils ont baratiné une excuse. C'était pour couvrir un collègue dont la mère était tombée malade et qui avait dû partir pour la Gaspésie. Bien sûr, j'ai senti la colère monter, mais je me suis retenu. Je me suis dit que j'allais absorber ça, encaisser. Pas de spectacle. La première nuit dans la cabane au bord du lac, je me suis installé pour une longue nuit de pure solitude. J'ai fait du café. J'ai joué à des jeux débiles sur mon téléphone pour tuer le temps. L'air sentait l'humidité, les algues. Les moustiques bourdonnaient contre la toile. La lune était une cicatrice dans le ciel. Et puis, dehors, j'ai entendu quelque chose. Un clapotis, un souffle coupé, un enfant qui appelait, entre gargouillis. J'ai posé le téléphone, j'ai avancé vers la porte, et je l'ai entr'ouverte pour écouter. Le son m'a frappé net, des éclaboussures, des gémissements, la voix d'un petit qui disait « Au secours ». J'ai crié dans l'obscurité, assez fort pour que mes mots claquent, très drôle. Vous croyez me faire peur avec vos histoires ? Je ne vous ai pas cru alors, je ne vous crois pas maintenant. Trouvez quelqu'un d'autre. C'était une blague. Une mauvaise blague montée par eux, j'en étais sûr. Ils jouaient à me faire flancher. J'ai refermé la porte en claquant. J'ai enfoncé des écouteurs dans mes oreilles, à plein volume, pour noyer ces sons. Le bois sentait l'humidité. Mon cœur battait fort, comme un tambour dans la cage thoracique. Je me suis dit qu'ils étaient vindicatifs, mes collègues, méchants. Et puis, 20 minutes plus tard, quand j'ai arrêté la musique, le bruit avait disparu. Le lac était revenu au silence. J'ai soupiré, amer et fatigué. Le lendemain, juste après le lever du jour, j'ai chargé mes affaires. J'étais crevé. J'étais piqué par la rage d'une nuit volée. Je n'avais pas envie d'attendre leur arrivée pour leur en parler en face. Je craignais de perdre le contrôle et de le regretter. Je suis parti en camionnette. J'ai traversé le sentier boueux. Et là, au bord de l'eau, quelque chose a accroché mon regard. Une toute petite forme détrempée que les lames tranquilles du lac venaient lécher. Je me suis penché. J'ai reconnu la forme. J'ai lâché mon sac. Mon estomac s'est retourné. L'odeur était douce amère. L'air était plus froid près de la rive. C'était un corps d'enfant, face contre la boue. Je me suis effondré. J'ai senti la nausée. J'ai appelé le 911 avec les mains qui tremblaient. J'ai hurlé au téléphone qu'il fallait une ambulance. Vite, qu'on était sur le site habitué au parc. Ils ont dû dépêcher un hélicoptère. Avant qu'il n'arrive, Jean-François et Marcel sont arrivés en camionnette. On aurait dit qu'ils avaient avalé leur propre surprise. Leurs yeux ont presque sauté de leurs orbites quand ils m'ont vu à genoux, en train d'essayer de ranimer ce petit corps. J'ai fait de la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à en vomir mon café. Rien. Il était parti depuis longtemps. Et j'ai pensé, inutilité qui brûlait ma gorge, c'est de ma faute. Je leur ai raconté la veille, tout. J'ai dégueulé les détails, le bruit, la tentative de me faire peur, la musique, les éclaboussures. Ils ont dit qu'ils ne savaient rien, que ce n'était pas eux. Leur ignorance m'a rendu fou. Quand l'un m'a demandé pourquoi je n'avais pas aidé plus tôt, je suis devenu violent. J'ai sauté sur Jean-François. Je l'ai plaqué. Je l'ai frappé comme si ça pouvait ramener le gamin. Marcel et les autres m'ont retenu. Ils m'ont calmé avec des gestes rugueux. Mon cœur était une masse qui cognait. Mes doigts se crispaient encore sur le dos de cet enfant froid. L'hélicoptère a atterri. Les hélices ont labouré l'air. Elles ont envoyé une odeur de carburant et de terre remuée. Les ambulanciers ont chargé le gamin sur une civière, l'ont attaché. L'un d'eux a hurlé au-dessus du fracas des pales.
L'enfant est mort depuis des heures. Il n'y avait rien à faire. Je suis rentré à Québec en état de choc. Ils m'ont mis en congé payé, indéfini. Je me suis dit que ça irait mieux, que le temps ferait son boulot. Mais ça n'est pas passé. Quelqu'un a filé mon numéro. Quelqu'un a voulu que je sache. Je ne sais pas si c'était l'un des vieux que j'avais frappé, ou Marcel, ou un des ambulanciers, ou un visiteur rancunier. Les menaces ont commencé. Appels, lettres manuscrites, courriels. Tu es une ordure, tu ne mérites pas de vivre. Tu as laissé le garçon se noyer. Tu es mort aux yeux du monde. La première fois, c'était ma conjointe, Marie-Claude, qui a décroché. Je l'ai entendue dire bonjour, joyeuse, comme elle le faisait. Sa voix s'est figée. J'ai suivi le changement sur son visage, comme si je regardais un film au ralenti. La couleur a quitté sa bouche. Elle a répété « Qui est là? Qui est à l'appareil ?» Elle a raccroché et a appelé la Sûreté du Québec. C'était le début, la longue pluie de haine. Le pire, c'étaient les messages qui revenaient encore et encore à la même image. Le petit qui se débat, les spasmes, l'eau qui remplit les poumons. Il me disait que quand l'enfant s'est vidé de sa vie, quelque chose s'était coincé dans ma poitrine, qu'une part de moi était morte ce soir-là aussi. Ça m'a tout pris. Marie-Claude n'a pas tenu. Je ne lui en ai pas voulu. Qui supporterait ça? Qui supporterait la pluie de haine, les appels à la mort, le regard des autres quand ils t'épiaient dans la rue? Alors j'ai tout effacé. J'ai quitté la province. J'ai pris un nouveau nom sans en avoir le droit. J'ai changé d'apparence. Cheveux, barbe, lunettes, tout. J'ai foncé dans une autre vie, comme on se cache après un crime. L'ancien moi est mort. Poussière, vent. Parfois, j'essaie de croire que ça guérit d'écrire tout ça. J'imagine que confesser, c'est apaiser. Mais il y a des sons qui restent. Le clapotis de l'eau la nuit, le souffle coupé. Le petit qui dit au secours en gargouillant. Mon cœur qui oublie parfois qu'il bat encore. Et surtout, la certitude que quelqu'un, quelque part, m'en veut encore. Je vis seul, loin du parc national, où j'ai laissé un enfant. Je garde la fenêtre fermée quand il pleut, parce que l'odeur de la terre mouillée me ramène là-bas. Je t'ai tout dit. Je n'ai rien arrangé. Je n'ai pas cherché à me justifier. Peut-être que ça n'a pas d'importance. Peut-être que tu me trouves lâche. Peut-être que tu me trouves criminel. Je vis avec cette image au fond des yeux, jour après jour. Je vis avec ces menaces, ces lettres. Et chaque nuit, j'entends parfois, à la distance d'un lac que je ne veux plus voir, un bruit qui ressemble à un petit qui continue d'appeler. Je ferme les yeux. Mon cœur tambourine. Je me surprends à tendre l'oreille, comme si j'allais replonger. Puis je me dis non. Et j'espère que personne ne viendra me chercher. J'espère que ma trace se perdra. J'espère qu'on m'oubliera. Je n'ai plus rien à perdre, sauf la paix qui me fuit. Je te dis tout ça pour une raison cruelle. Je veux que tu sentes ce que je sens. Le regret, la peur, la honte, l'eau froide qui t'aspire, le silence du corps quand il cesse de se débattre, et la voix d'un enfant qui ne trouve personne pour lui tenir la main. Je veux juste être laissé en paix, que personne ne me retrouve, que personne ne revienne. Je vous ai dit mon secret. Maintenant, laissez-moi partir.